Bonjour à tous et à tous. Donc, on vous remercie d'être présents pour ce nouveau rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Du coup, Roxane Denis coordonne la visio aujourd'hui et je suis accompagnée de Sonia Pro-Labarthe et de Siméon Robin qui vont vous présenter ensuite la visio d'aujourd'hui. Donc, pour rappel, les visioconférences J'améliore mes pratiques ont lieu les 3e jeudis du mois. Elles durent 30 minutes. Ce projet est porté par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction de la qualité. Et le but est de partager les résultats et surtout les propositions d'action d'amélioration issues d'évaluations conduites au CHU dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. Pour le bon déroulé de la visioconférence, nous vous invitons tout d'abord à couper vos micros, le temps de la présentation qui est donc de 15 minutes. Et ensuite, nous vous passerons la parole pour répondre à vos questions. N'hésitez pas également à partager vos questions via le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Pour rappel, vous pouvez suivre ces rendez-vous individuellement ou en équipe, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et sachez également que ces visios sont enregistrées et mises à disposition sur la chaîne YouTube du CHU, que vous retrouverez dans le lien de chacune des invitations aux voix dédiées. N'hésitez pas à vous renommer sur Zoom afin que nous puissions établir la liste des participants. Et on vous remercie également de prendre quelques minutes à la fin de la visio pour répondre à notre questionnaire de satisfaction qui apparaîtra quand vous éteindrez le lien Zoom. Je laisse maintenant la parole au professeur Sonia Pro-Labarthe et à Siméon Robin qui vont vous parler d'une étude réalisée qui porte sur la perception de la prise de décision partagée par les professionnels. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, on va partager l'écran. Alors, si je le mets en... Ça marche plutôt comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous voyez défiler les diapos? Impeccable. On voit bien. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Je laisse la parole, en fait, c'est Siméon qui va parler tout le temps. Je te laisse parler. Bonjour à tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci aussi à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Donc aujourd'hui, on va parler de prise de décision partagée. On va faire un rapide rappel sur ce que c'est que la prise de décision partagée. Donc c'est un concept de prise de décision individuelle en santé entre un patient et un professionnel de santé. Et donc, il va y avoir deux étapes importantes schématiques. Donc, une première étape qui va être un transfert d'informations des deux côtés, qui va permettre de prendre en compte les préférences, l'histoire du patient, ses valeurs. Du côté du professionnel de santé, ça va être les propositions, les différentes options thérapeutiques en lien avec les connaissances de la science. Et donc, suite à cette première partie, on va avoir une deuxième étape qui va être celle d'une délibération qui va être consensuelle donc, entre les deux parties et qui va amener à une décision qui sera mutuelle. Donc, l'objectif, ça a été décrit donc, de ce concept de prise de décision, c'est d'augmenter l'autonomie du patient, d'améliorer sa qualité et la sécurité des soins et donc, à plus long terme, c'est de limiter le recours inapproprié aux soins. Donc, en France, le contexte est le suivant. Dans le Code de la santé publique, la loi du 4 mars 2002 évoquait une participation du patient à ces décisions en santé. Un peu plus tard, en 2013, la Haute Autorité de Santé a réalisé un état des lieux sur la prise de décision partagée. Mais on note ou on dénote une méthodologie de ce concept qui est assez peu enseignée dans nos études et une littérature qui est existante, hein, bien sûr, mais qui reste relativement discrète par rapport à d'autres pays. Donc, les objectifs de cette étude, c'est une étude qu'on appelle donc mixte, donc à la fois qualitative et quantitative, qui a visée exploratoire. On avait une première partie qualitative, donc ça a déjà été réalisé en gros l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a une composition de focus group auprès de... Donc, qui était composé de professionnels du CHU de Nantes. Pour rappel, donc, il y avait des pharmaciens, médecins, infirmiers, sages-femmes.
Et donc, ça visait à explorer les perceptions de cette prise de décision partagée et sa mise en pratique. Et donc, l'objectif secondaire était aussi de faire émerger à travers cette analyse des thèmes et des sous-thèmes qui proposeront un questionnaire quantitatif. Donc, c'est ce questionnaire auquel vous avez peut-être répondu. Et donc là, la deuxième partie qui est plus quantitative, c'est donc cette partie questionnaire avec l'analyse des résultats obtenus, même s'il y a une toute petite partie qualitative avec des questions ouvertes dans ce questionnaire. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une première ébauche des résultats de la partie quantitative du questionnaire. Rapidement, ce qui ressortait donc du focus group, donc la première étape qualitative concernant les professionnels de santé, donc c'était globalement une connaissance incomplète du concept, malgré une pratique déjà en place pour certains, des questions autour de la responsabilité du professionnel autour de la décision. On était noté que la formation de la prise de décision partagée donc, était peu identifiée. Il y avait peut-être un manque d'organisation en pratique et il y avait des besoins qui étaient identifiés, notamment pourquoi pas une boîte à outils, donc on pourra évoquer ça plus tard. Et ressortait aussi le côté pluriprofessionnel donc de ce concept en amont de la décision avec le patient. Et ça faisait partie de l'évolution des pratiques et donc notamment avec d'autres approches complémentaires comme l'éducation thérapeutique du patient qu'on pourra un petit peu évoquer tout à l'heure. Donc ça, c'est les thèmes qui ont émergé globalement et qui ont permis de réaliser le questionnaire. Donc en gros, la méthode du questionnaire qui vous a été proposée, donc c'était à destination de à la fois des professionnels médicaux, paramédicaux et non médicaux. Donc il y avait tout un panel de répondants. Le champ d'application initial, c'était celui du CHU, des autres CH, des CH de psychiatrie, des ESPIC au niveau départemental, au niveau du GHT 44. Le recueil des données donc, a été fait à partir d'un questionnaire qui est à décision des professionnels, diffusé par mail. Il y a eu une relance au niveau du CHU pour les personnels médicaux. Et la période de diffusion, c'était du 22 juin au 3 janvier 2023. Au niveau de l'analyse, les questions quantitatives ont pu bénéficier d'une analyse descriptive et les questions qualitatives, donc sur les questions ouvertes, avec un codage axial des verbatims. Donc, c'était ce qui ressortait des réponses des questions ouvertes, regroupées en catégories, puis en thèmes et en sous-thèmes. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt donc à la partie quantitative. Il y avait 381 répondants sur ce questionnaire. Globalement, l'âge était assez bien réparti, donc avec une majorité entre 30 et 50 ans. Une grande majorité de femmes répondantes, quasiment les 3/4. Et puis après, au niveau des professions, donc on avait une majorité des médecins, pharmaciens, infirmiers. Et puis après, bon, vous voyez, il y avait donc en personnel médical le sage-femme, kiné, une partie non négligeable des étudiants. Et donc certains personnels non médicaux ou médico-techniques n'ont pas forcément été représentés dans les répondants. Et donc au niveau de la répartition entre les centres, on avait 85%, donc une grande majorité qui appartenaient ou qui travaillaient au CHU. Les autres, ça correspond principalement à des pharmaciens, les 11%, des pharmaciens d'officine, et également au centre de psychiatrie. Concernant la prise de décision partagée, les répondants déclaraient connaître ou sentir connaître à moitié pas du tout et sur une autre moitié un peu ou parfaitement, mais ça c'était de façon assez limitée. Et donc on avait posé une question avec 4 définitions et il fallait retrouver la définition exacte selon la littérature. Et donc, la bonne réponse, c'était celle-ci. Et en fait, c'est ce que je disais avant, lorsqu'il y a entre professionnels de santé et un patient, un échange d'informations et une délibération commune. Et donc, on peut voir en fait que la bonne réponse seule représente que 1/3 des répondants. Donc, ça correspond, c'est assez cohérent avec ce que déclaraient les répondants sur le camembert à gauche. Au niveau donc des affirmations suivantes qui concernaient la pratique de la prise de décision partagée, il fallait donner son niveau d'accord. Là, on a regroupé
les niveaux de plutôt d'accord et totalement d'accord. Et donc, on retrouve un niveau d'accord quasiment unanime sur le fait de dire que la prise de décision partagée améliore la qualité de prise en charge du patient. Très, très majoritaire aussi sur le fait que ça soit une attente des patients et le fait que ça favorise les échanges entre professionnels de santé. En revanche, un petit peu moins majoritaire sur les deux affirmations suivantes, qui étaient de dire que la prise de décision partagée était applicable avec les moyens mis à disposition actuellement et qu'elle était compatible avec l'organisation actuelle. Concernant d'autres affirmations, mais cette fois-ci en lien avec la démarche de la prise de décision partagée, on avait donc à nouveau quasiment 100% de réponses sur les deux affirmations suivantes, qui étaient donc le fait que la prise de décision partagée facilite l'expression de l'avis du patient et qu'elle aide à prendre en compte les autres facteurs influençant le patient, donc son histoire, son entourage, ses représentations. Donc ça, en même temps, c'est assez logique car c'est dans la définition de la prise de décision partagée. Quasiment très majoritaire aussi, c'était le fait que la PDP pouvait émerger d'une demande des patients et qu'elle pouvait impliquer la famille ou les aidants du patient. Et de façon un petit peu moins majoritaire, on avait la prise de décision partagée peut-être proposée à tous les patients. Et là, de façon minoritaire, sur l'accord des répondants, c'était le fait de dire que ça s'appliquait principalement pour les décisions difficiles. Cette fois-ci, donc sur le niveau des résultats, concernant le rapport entre la prise de décision partagée et l'éducation thérapeutique du patient, donc ce sont des concepts qui mettent le patient au cœur de sa prise en charge. On avait une grande majorité des répondants qui étaient d'accord avec cela. Et au niveau des formations spécifiques complémentaires, donc là, c'était à l'ensemble des répondants, on avait un accord qu'ils avaient besoin d'une formation spécifique pour mettre en place ce concept. Et juste en dessous, on voit que ceux qui ont répondu qu'ils étaient déjà formés à l'ETP, sur le même pourcentage, donc un peu plus de 80%, répondent qu'ils ont également besoin d'une formation complémentaire. Être formé à l'ETP ne veut pas dire qu'on se sent capable de mettre en place la prise de décision partagée. Cette fois-ci, au niveau des limites de cette mise en place, donc quasiment les 3/4 des répondants ont répondu qu'ils voyaient des limites au déploiement de la prise de décision partagée dans leur pratique. On avait dans le questionnaire en fait présenté 10 possibilités et les répondants devaient en choisir 5. Et donc là, c'est les 5 possibilités présentées qui ont été le plus choisies. Donc, on avait les deux premières qui sont assez similaires en termes de réponses. On avait le fait que ça soit la prise de décision partagée pouvait être un frein dans le cas où on est sur une décision urgente ou sur un manque de temps. Donc, ça rejoint un petit peu aussi la troisième qui est peut-être la difficulté d'organisation, donc sur des notions d'organisation particulière. Le quatrième, c'était la méconnaissance du concept. Donc, on retombe un peu sur ce qu'on voyait au début, qu'il y avait la moitié des répondants qui se déclaraient ne pas forcément connaître ce concept. Et puis, le dernier, donc c'était une méconnaissance des outils qui limitaient la mise en place. Même chose, mais cette fois-ci au niveau des leviers. Donc, on a 80% des répondants qui déclarent qu'il existe des leviers pour la mise en place de la prise de décision partagée. Et donc là, même façon de répondre, on avait proposé 10 thématiques et il fallait en choisir 5. Donc là, les 5 qui sont ressortis le plus concernant les leviers, c'est le renforcement de l'alliance thérapeutique donc entre le professionnel de santé et son patient, que c'était une attente des patients, que ça favorisait l'interprofessionnalité, que ça pouvait créer une motivation au sein des équipes et que ce soit moteur pour la mise en place. Et enfin, ça permettait, donc à un peu moins de 50%, les répondants donnaient l'affirmation de dire que ça permettait d'organiser le parcours du patient. Donc, voilà pour les résultats. Ces résultats, donc, je remercie le service de santé publique qui nous a bien aidés pour l'analyse. Et au niveau du plan d'action qui est en cours, donc
ça va être, dans un premier temps, d'explorer un peu plus ces résultats dans le cadre personnellement de mon mémoire de DES de pharmacie hospitalière. Donc, on ira un petit peu plus loin. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place suite à la première partie, donc qualitative Focus Group, il y a quasiment 2 ans maintenant, qui, pour info, avait fait qui m'avait permis de faire ma thèse d'exercice de pharmacie hospitalière. Et donc, ce groupe de travail, on compte se revoir, j'espère, à la rentrée pour présenter notamment les résultats de cette enquête. Était ressorti l'intérêt de construire une boîte à outils avec tous les outils d'aide à la prise de décision en lien avec la prise de décision partagée. Et puis, on aimerait bien, dans l'idéal, un jour, pourquoi pas organiser une formation régulière ou une sensibilisation des professionnels de santé à ce processus de prise de décision partagée. Donc, en conclusion, ce questionnaire nous a permis de continuer le travail engagé sur la thématique. Donc, moi, la suite de ma thèse est donc sur le mémoire, et puis au niveau plus large sur le groupe de travail qui est en cours. Élargir et confronter donc les résultats obtenus lors des focus group, et puis faire émerger des nouvelles questions problématiques, notamment, je pense à cibler les patients qui en auraient besoin pour que ça soit le plus clair possible pour les professionnels de santé qui voudraient le mettre en place. Voilà, si vous êtes intéressé par la thématique de la prise de décision partagée, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de travail et puis vous pouvez nous contacter, Sonia et moi-même, aux adresses suivantes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je passe la parole à Roxane. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de récupérer du coup place aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, il n'y en a pas dans le chat, mais c'est des notions, voilà, un concept déjà que vous connaissiez ou peut-être vous mettiez d'autres mots derrière, parce que c'est un peu ça qu'on a constaté nous au début quand on a commencé à en parler, c'est que souvent les gens faisaient l'analogie avec peut-être, on en parlait juste avant avec les réunions de concertation multidisciplinaire, c'est-à-dire de se mettre d'accord entre soignants sur une décision pour le patient, alors que là, c'est vraiment le patient qui est au cœur de cette démarche. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, moi je me présente, je suis une infirmière de coordination en néphrologie et du coup ça me parle beaucoup, je viens de faire un DU de TP l'année dernière et en fait on accompagne pas mal les gens pour notamment le choix de la décision de ne pas aller en dialyse. Du coup j'ai un peu vraiment le sentiment d'être sur ce genre de décision, j'avais pas mis le mot dessus en tout cas. Et j'ai vraiment, à partir de ce que vous avez présenté, ressenti qu'effectivement, on avait un gros travail entre le patient, lui donner les connaissances pour que du coup, il puisse prendre cette décision de façon réfléchie, que ça se fasse dans le temps, que ça se fasse en plusieurs consultations avec le médecin, en consultation infirmière. Enfin, on le reprend plusieurs fois avant que vraiment les choses soient actées. Et ça nous permet aussi après un meilleur accompagnement, je pense, vers du soin palliatif à terme, quoi. Donc, je trouve que ça m'a conforté un peu dans ce qu'on est en train de faire. Merci. Dans votre spécialité, justement, vous avez dû voir ça et vous avez très bien expliqué finalement le temps qui est nécessaire. Alors, les gens parfois disent manquer de temps dans leur quotidien, mais c'est quelque chose qui se passe sur le long terme pour le patient aussi. Voilà, c'est d'arriver en plusieurs étapes à l'accompagner. Alors, comment ça se passe au niveau de la dialyse? Effectivement, nous, en fait, la décision, alors ça peut être la décision sur une technique de dialyse ou la décision justement de ne pas aller en dialyse, elle se fait sur plusieurs mois quand on a le temps, et, ou voire une petite année des fois. Enfin, voilà. Et autrement, quand c'est dans l'urgence, c'est vrai que c'est effectivement des choses où c'est plus compliqué de prendre le temps, mais surtout le fait de la décision de ne pas aller en dialyse, c'est vraiment quelque chose qui est primordial par rapport au temps, plus que sur la décision d'une technique de dialyse, parce que dans l'urgence, il y a toujours des solutions et des recours, tandis que c'est la décision de ne pas avoir
de ne pas aller en dialyse, elle n'est pas prise dans le temps, c'est beaucoup plus compliqué éthiquement après sur les prises en charge en urgence. Voilà. Ouais. Et après, c'est pas facile non plus d'arriver à avoir des outils et une démarche qui permettent de présenter de façon neutre, enfin en tout cas le plus neutre possible, En les fait, différentes alternatives et les avantages et les inconvénients de chaque alternative. on a travaillé en fait avec les médecins sur un document qu'on présente aux patients justement sur cette décision. On l'a travaillé pendant 2 ans le document pour qu'il soit le plus neutre et expliquant possible. Ouais, et du coup, on a ce document-là qui est vraiment un bon support aussi pour que les patients puissent en discuter avec la famille. Et voilà, c'est un peu notre support qui fait qu'on peut en reprendre les choses en tout cas et elles peuvent être reprises aussi pour les patients à l'extérieur chez eux. Voilà. Alors, dans le groupe de travail initial, il y avait Emmanuel Cartron qui a travaillé, qui a fait sa thèse aussi dans le domaine et de la néphrologie aussi. Et puis, Léa Moret qui est dans le service de santé publique. En fait, on était partis à 3 initialement sur ce projet-là avec la notion, avec l'expérience d'Emmanuel et évidemment aussi dans la néphrologie. Donc, c'est pas par hasard ce qu'on vous entend aujourd'hui. D'accord. Merci en tout cas. Merci. Il y avait d'autres questions, d'autres expériences ou des témoignages ou peut-être des points à repréciser sur le processus en lui-même. Nous, on a essayé de continuer donc le groupe de travail. On va le réunir, on espère, après l'été pour leur présenter, comme disait Siméon, les résultats. Et puis, c'est comme tout, hein, on fait ça en plus du reste et c'est pas facile d'arriver à mobiliser les troupes sur des nouvelles thématiques. Mais on voulait pas non plus le faire de façon, je n'ai pas envie de dire brutale, mais un peu. On voulait que finalement, le fait de constituer ce groupe qui s'est déjà vu pour les focus group, qui s'est vu pour le rendu des focus group, et finalement, chacun aussi continue ses projets et ses spécialités de son côté. Et ça reste que le lien est créé entre nous et que finalement, il y a des outils qui sont en train de se créer dans le psoriasis pour aider à des choix thérapeutiques. Et petit à petit, voilà, on espère que ça va de soi-même finalement créer un besoin et donner l'idée aux gens de continuer à collaborer sur ces thématiques-là. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui veulent rejoindre le groupe, c'est totalement possible et on a besoin de gens d'un peu partout et de tous horizons et de tout type de structure pour participer. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis désolée, je vous ai rejoint un tout petit peu en retard. Je m'appelle Marguerite et Tundielandi, je suis infirmière en orthogériatrie. J'avoue que je n'ai pas eu le début de votre exposé, mais il me semble que nous soyons aussi confrontés à la décision, comment j'ai envie de dire, enfin au choix, j'ai envie de dire pour les patients, bien que nous soyons confrontés à un public âgé, et surtout dans l'urgence souvent, un patient en maison de retraite qui a fait une chute pour qui il faut une intervention chirurgicale pour, soit moi, une pose de prothèse ou autre. Je ne sais pas si le service dans lequel je travaille peut aussi participer à votre groupe de travail. Il faudrait voir le contexte exact, effectivement. En fait, il faut qu'il y ait entre guillemets, des vrais choix à faire. C'est-à-dire, voilà. Il faut qu'il y ait, parce qu'il y a plein de situations où finalement, il n'y a pas des vrais choix et on sait ce qui est en général le mieux pour le patient en premier, puis en deuxième, puis en troisième, etc. Il faut qu'il y ait des vrais choix à faire. Il faut qu'il y ait des vrais choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, 2 ou 3 alternatives qui aient des conséquences et des positives ou négatives différentes et qui fassent qu'il n'y en a pas une qui est vraiment
la meilleure et du coup, de présenter les différents éléments. Et on parlait de la notion du temps. Alors, il faut voir aussi dans cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'il faut le temps aux patients d'arriver à peser tout ça et de ne pas prendre une décision dans l'urgence pour ne pas avoir à la regretter. Donc, ça ne s'applique pas à tous les contextes. Donc, on peut en discuter si besoin et s'en reparler ensemble si vous avez des questions. Mais il faut tenir compte de ces deux éléments-là. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Effectivement, il y a la notion du temps qu'on peut rencontrer effectivement. Il y a la notion de bénéfice-risque pour le patient face à cette urgence ou à un soin qui doit lui être administré. Donc, je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'aspects en fait sur lesquels je peux être moi amenée à réfléchir. Raison pour laquelle j'ai vu le mail mais en retard et je me suis dit je viens vous suivre pour essayer de trouver aussi des idées, des fils conducteurs. Après, je pense qu'il y a une vidéo, c'est ça qui s'est enregistrée. C'est ça, ça peut être, après, c'est dans l'onglet intranet, il y a moyen de réaccéder au lien qui permet de visionner les vidéos. Et je crois qu'il y a les adresses mail qui sont mis. Il y a les adresses mail qui sont mises à la 15e diapo là. D'accord, ok. Mais il y a besoin, n'hésitez pas. Je la laisse un peu de temps, le temps de savoir s'il y a une dernière question. Je vous remercie. Sinon, je vais juste conclure en vous présentant donc les prochaines visioconférences de prévues. Donc, après une pause estivale de 2 mois, on vous donne rendez-vous pour la prochaine visioconférence le 21 septembre sur l'évaluation de l'unité relais pyramide et le 19 octobre sur la pertinence de la réalisation des ECVU préopératoires en chirurgie urologique pédiatrique. Et enfin, n'hésitez pas, si vous avez vous aussi envie de partager un sujet lors de cette visioconférence, n'hésitez pas à nous contacter via la BP EPP ou via moi-même. Merci à vous.